Et voilà donc pour ce documentaire sur la naissance, ce très beau documentaire de Franck Cuvellier qui nous a raconté la révolution et même les révolutions médicales qui ont totalement transformé ce moment unique qu'est pour chaque femme l'accouchement, l'acte de mettre au monde. Grâce à la médecine, la mortalité, le risque de la mort et les douleurs se sont éloignés. Mais ce film nous montre aussi à quel point se sont modifiés le rôle du médecin et le rôle de la sage-femme. Et de cela, nous parlerons dans un instant avec la sociologue Béatrice Jacques, qui a consacré sa thèse de doctorat à ce sujet, la sociologie de l'accouchement. Et elle l'a fait à partir de ce qu'elle a observé, de ce qu'elle a entendu dans les hôpitaux et les cliniques aujourd'hui. Marie-Josée Keller, bonjour. Bonjour. Les premières images de ce documentaire, c'était des sages-femmes. Et vous êtes sage-femme, vous avez exercé cette profession pendant 40 ans. Absolument. Vous présidez le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, comme il y en a un pour les médecins. Absolument. Ceci explique peut-être cela, non? Est-ce que vous avez voulu, en créant cet ordre, affirmer votre pouvoir face à celui des médecins? Oh ben, ce n'est pas moi qui ai créé l'ordre. Il existe depuis 1945. Il a été créé par ordonnance du général de Gaulle, en même temps que celui des médecins et des chirurgiens dentistes. Donc moi, je suis la présidente de Mais cet l'idée ordre. est bien de montrer qu'il y a un conseil de l'ordre des sages-femmes, comme il y en a un pour les médecins. Et de dire aussi que les sages-femmes sont une profession médicale, comme les médecins, comme les chirurgiens dentistes. René Friedman, bonjour. Bonjour. René Friedman, le grand bonheur de vous accueillir dans cette émission, vous qui êtes le gynécologue obstétricien le plus célèbre de France, pour avoir permis, avec Jacques Testard, la naissance d'Amandine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 30 ans après, il y a 20 000 enfants nés de la fécondation in vitro. Chaque année. Chaque année. Extraordinaire. Et de votre hôpital Antoine Béclair à Clamart, vous avez annoncé bien d'autres révolutions. Et j'emploie ce mot de révolution à dessein, parce que d'abord c'est le titre du documentaire, mais que c'est aussi le mot que vous avez choisi comme titre pour la nouvelle émission que vous présentez sur France Culture, les révolutions médicales. Dans tout ce qu'on a vu là, dans ce documentaire, la naissance de l'enfant à l'hôpital, l'accouchement sans douleur, la péridurale, le père qui arrive, etc. Quelle est pour vous la plus grande révolution? La plus grande révolution, c'est sûrement la maîtrise de la douleur. Alors, en même temps, avec des côtés qui ne sont pas simples, c'est pas une image d'Épinal, c'est-à-dire que la péridurale, d'abord, ne marche pas toujours, elle n'est pas toujours souhaitée, elle n'est pas toujours souhaitable, et il ne faut pas l'imposer. Mais néanmoins, pour des femmes qui souffrent, et malgré la préparation faite par les sages-femmes, qui est extrêmement importante, même si on a une péridurale, malgré la préparation de soi-même, sans reprendre la période post-soviétique de la MAZ et de la psychoprophylaxie, qui était intéressante, parce qu'il y avait le mouvement personnel était en jeu. Donc voilà, il y a une combinaison entre la participation personnelle de la femme et du conjoint, qui est présent, qui peut participer même physiquement, tenir la tête, faire d'autres gestes, on pourra y revenir. Et c'est sûr que des naissances en silence, en musique et sans douleur ressentie, je crois que c'est quand même quelque chose d'important pour 75% des accouchements. On va naturellement en parler tout au long de cette émission. Alain Milon, bonjour. Bonjour. Vous êtes homme politique, vous êtes sénateur du Vaucluse, sénateur UMP, et vous êtes là pour au moins deux raisons. D'abord, vous êtes vous-même gynécologue, vous avez eu l'information, vous avez exercé la profession de gynécologue il y a longtemps, mais vous la connaissez. Et puis surtout, vous êtes très actif dans tous les débats au Sénat, sur toutes les questions qui concernent la sécurité sociale ou les débats éthiques. Et ce que ce film a montré aussi, c'est comment, pendant ces 80 ans, la naissance était devenue un sujet politique. La naissance est un sujet politique depuis qu'elle se fait à l'hôpital. Vous êtes d'accord avec ça? Complètement d'accord. C'est un sujet de santé publique. Et je pense que pour reprendre ce que disait monsieur le professeur, certes, la victoire sur la douleur est quelque chose d'important. Moi, il me semble qu'il y a une autre victoire qui est encore plus importante, c'est la victoire sur la mort.
Autant avant les années 1938, avant que la naissance soit prise en main dans le cadre d'une politique de santé publique, le nombre de femmes qui mouraient était assez considérable, autant progressivement, dans le temps, avec toutes les mesures qui ont été prises, autant politiques que médicales, évidemment, cette mortalité est en chute libre et c'est une bonne chose pour les femmes. Franck Cuvélier, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est vous l'auteur de ce documentaire ça se regarde vraiment comme un feuilleton parce que voilà, il y a des histoires, il y a des personnages, il y a des scénarios, il y a des rebondissements. Je me disais que vous auriez pu l'appeler, ce documentaire, Plus belle la vie. Bon, le titre était pris et vous avez donc choisi comme titre La naissance, une révolution. Moi, j'aurais mis révolution au pluriel et vous faites suivre révolution d'un point d'interrogation. Moi, j'aurais pas mis de point d'interrogation. Oui, parce qu'à chaque fois, on pense que c'est la dernière. Toutes les révolutions pensent que c'est la dernière. Moi, j'ai commencé en m'intéressant en rencontrant un peu par hasard Frédéric Le Boyer. Et je l'ai rencontré, je me suis dit, mais il est complètement oublié. Qu'on voit dans le film. Le médecin qui n'admet pas qu'on puisse mettre un enfant à la tête en bas. Voilà, pour lui, la révolution, ça a été de tourner la caméra, entre guillemets, la caméra du côté de l'enfant. On s'en souciait pas tant, on se souciait surtout de la naissance, de l'efficacité, de la mortalité, mais du confort de l'enfant, de ce qu'il vivait, pas trop. Alors lui, c'est sa révolution. Et je me suis dit, mais avant, ça se passait comment? Alors avant, je me suis documenté, comme tout documentariste, et puis je suis allé voir du côté de l'accouchement sans douleur. Et là, je me suis aperçu, mais là, c'est encore la révolution. C'était des débats, des empoignades dans toutes les maternités. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avant, dans les années 30? Et là, c'est encore une révolution, c'est-à-dire, on n'accouche plus à la maison, mais on va accoucher à l'hôpital, parce que c'est un tremblement de terre. Il y a plus de morts que de naissances dans les années 30. À l'époque, on le dit dans le documentaire, 10% des femmes donnaient la vie... perdaient la vie en la donnant. Oui, mais c'est-à-dire que les femmes qui accouchaient avaient à peu près 5 enfants en moyenne, elles avaient une chance sur 10, donc il faut faire un calcul assez simple, et en gros, il y avait une mortalité importante. Et puis surtout des conditions de douleur, de souffrance qui étaient intolérables, enfin qui n'étaient pas si intolérables, parce qu'on les tolérait, et qu'en gros, ça se faisait comme ça. Alors, moi, j'ai vu ces révolutions, puis il y a eu la révolution de la péridurale qui a tout changé aussi. Et à chaque fois, c'est des révolutions. C'est bizarre, c'est un pays de révolution, mais dans la naissance, c'est ça. Ça n'existe qu'en France. Ça n'existe pas dans les autres pays. Les choses se font dans la douceur, dans l'évolution. Non, ici, moi, ce qui m'a frappé par rapport à ça, c'est que pour les grandes avancées médicales, généralement, elles se font dans les grands hôpitaux et elles bénéficient d'abord aux privilégiés. Non. Et là, dans cette histoire, c'est pas le cas. Ça démarre, comme on dit dans le film, dans une clinique merdique du 11e arrondissement, la clinique des Lilas. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. Oui, mais elle était soutenue idéologiquement. Hein. C'est pas deux personnes comme ça, c'est tout un mouvement de pensée. Parce que elle s'est heurtée aussi à beaucoup de résistance. Elle s'est heurtée à beaucoup de résistance, mais ce que je veux dire, c'est que c'était une conception de l'homme. C'est pour ça que je disais que c'était post-soviétique, parce que ça venait vraiment de l'homme nouveau, hein, qui devait émerger avec un accueil à la naissance, une participation, une volonté affichée d'une autonomie et d'une plus grande liberté. Donc une liberté des femmes, quoique... À l'époque, il faut se rappeler que Jeannette Torres-Vermersch, la femme de Maurice Thorez, était contre la contraception, mais était quand même pour, effectivement, la préparation de la naissance. Mais les grandes avancées médicales dans votre domaine, Amandine n'est pas née non plus dans le 16e arrondissement. Les grandes avancées médicales viennent souvent des petites équipes de recherche, non ? Oui, enfin, je crois qu'il faut pas généraliser, parce qu'il y a tout, il faut laisser la place. Non, il vaut mieux avoir l'équipement, les gens et les moyens de faire. Surtout aujourd'hui, on a un tel appui, nécessité technologique. Mais là, on est dans de l'humanisme. Et c'est vrai que Le Boyer, la révolution Le Boyer, que moi j'ai connue, puisque je suis juste de cette génération-là, c'est-à-dire d'introduire, effectivement, de baigner l'enfant, ce qu'on ne fait plus d'ailleurs maintenant. C'est lui qui dit « l'enfant veut naître, la femme l'accompagne ». Oui, alors... Il a, disons, un investissement, je dirais peut-être un peu extrême, hein, je dirais, par rapport à l'enfant. Quitte des fois, il faut équilibrer entre l'enfant, la femme, l'homme, le mari qui est là. Mais peu importe, il a voulu donner de l'humanité dans ce moment-là, alors qu'on commençait. Le cri de l'enfant, on entend dans le documentaire le cri de l'enfant à la naissance,
c'est le cri de Munch. On parle à un autre moment du chagrin de l'enfant. Le chagrin de l'enfant, oui. Je sais pas. Mais c'est vrai que le Boyer a été beaucoup suivi par les sages-femmes qui ont trouvé ça extraordinaire de suivre le bébé, de le laisser venir au monde dans la douceur, de façon à ce qu'il ne souffre pas, de cet accompagnement humain qui est absolument indispensable. Et c'est vrai que c'était quand même les premières fois, on s'est rendu compte que vraiment que le bébé participait à la naissance, qu'il voulait venir et qu'il fallait lui donner toutes les chances pour qu'il vienne au monde de façon harmonieuse. Franck Cuvelier, dans toutes les révolutions que vous montrez, peut-être parce que je suis journaliste, moi la révolution qui m'a le plus frappé, c'est la révolution par l'image. Je veux dire, la première, pour l'accouchement sans douleur, voilà, les naissances en direct. Ça a été essentiel dans cette histoire-là. Oui, parce que l'image, c'est un instrument de propagande. Depuis les années 20, c'est un grand instrument de propagande. Et quand on veut faire connaître, quand on est minoritaire et qu'on veut faire connaître une nouvelle méthode, on utilise toute la propagande qu'on a à sa disposition. Et alors là, adossé au Parti communiste... Il y a aussi la radio. Il y a pas que, la première naissance en direct à la radio, le premier micro-zillon... qui consacre à la naissance. Tous les moyens étaient bons pour faire vaciller un établissement qui était la santé publique, les hôpitaux traditionnels, parce qu'à chaque fois, on a confié aux médecins dans les années 30 une mission, c'est sauver les femmes et les enfants. Ils l'ont pris au sérieux, les médecins, et ils ont mis tous les moyens des médecins en ordre pour faire des maternités qui marchent bien. Alors, c'est compliqué à maintenir. Et de temps en temps, il y avait un trublion qui disait « Oui, mais enfin, moi, je trouve que ça marche pas, il faudrait faire comme ça. » Vous vous occupez pas des femmes, disait Lamas, vous vous occupez pas des enfants. On va faire autrement. Alors c'est une révolution. C'est difficile pour tout un réseau de maternités, de médecins de tradition. Vous êtes bien placé pour les connaître, qui ont des habitudes bien ancrées, qui sont sûrs d'eux, avec quelquefois un peu d'arrogance, qui sont bien installés, et d'avoir un trublion comme Lamas ou le Boyer, et puis d'autres qui disent non, moi je trouve que vous y prenez mal, il faut faire autrement. On dit, mais vous êtes qui, vous? C'est bon, c'est compliqué déjà à gérer. Alors, on fait tout pour les écraser, les faire taire. Il y a un rouleau compresseur. L'ordre des médecins les poursuit, les condamne. C'est un peu la chasse aux sorcières. C'est pas gentil du tout, ce monde-là. Et alors, eux, utilisent la propagande. Et ils essaient de mettre de leur côté, et les femmes, et les médias, et les gens, etc. Et puis ça s'équilibre, il n'y a pas vraiment de vainqueur, mais ça avance. Alain Milon, là, vous disiez la plus grande révolution, bon, c'est sur la mortalité, évidemment, mais j'ai vu que dans un débat au Sénat, vous disiez que nos résultats, sur ce plan-là, aujourd'hui, étaient, je vous cite, médiocres. Médiocres, oui. Alors ça, c'est... Oui. Pourquoi médiocres? Parce qu'ils ne sont pas satisfaisants. Oui, non, mais c'est quoi les chiffres? Je n'ai pas les chiffres en tête, monsieur le professeur. Il y a 80 décès de femmes 80 enceintes décès, voilà. sur les 800 000 par chaque an. année. Ce qui est assez énorme par rapport à la technique que l'on a maintenant. C'est-à-dire qu'il y en a 40, on va dire la moitié, qui seraient évitables. C'est ça surtout C'est ça, parce que bon, voilà, on peut être enceinte et avoir une maladie. C'est ce que je voulais dire. Il y en a une partie qui est obligatoirement, que l'on peut éviter et qu'on n'arrive pas à éviter pour l'instant. Donc, une mort, c'est une de trop à chaque fois quand on peut l'éviter. Je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de révolution. Parce que autant il y a eu en effet une révolution il y a 30, 40, 50 ans en arrière, autant maintenant les équipes médicales travaillent toutes les unes en collaboration et en réseau, en information avec l'ensemble des équipes médicales sur le territoire national, sur le territoire européen et au niveau mondial. Et les évolutions, je préfère maintenant le terme d'évolution au terme de révolution, elles se font petit à petit, mais elles sont acceptées par tout le monde en même temps. Et il n'y a plus des points spécifiques où l'on fait une révolution pour telle chose, en particulier dans votre domaine, monsieur le professeur, et puis des endroits où il y a des résistances. Tout le monde travaille dans le même sens. Marie-Josée Keller, vous pensez qu'il manque une révolution dans le film? Oui, je pense que la dernière révolution,
c'est vrai que comme vous l'avez dit, Monsieur Milon, les résultats au niveau mortalité maternelle, mortalité infantile ne sont pas très bons. On est quand même un petit peu à la traîne de l'Europe, alors qu'on y met des moyens considérables. Donc, en France, je crois que le problème fondamental, c'est que effectivement, il y a des pathologies, 20% des grossesses sont pathologiques. Et pour le tout sécurité, on a traité 100% des grossesses comme si elles étaient pathologiques. Et là, je crois qu'on arrive au bout d'une hypermédicalisation qui coûte extrêmement cher et qui, d'après nos résultats, semble quand même relativement délétère. Eh ben, on va parler de ça. On va parler de ça. Et moi, ce que je vous propose, c'est que pour ça, déjà, on commence par réécouter ce qu'on a entendu au tout début du documentaire. Quand elles arrivent dans les maternités, elles sont complètement piégées, mises sur des rails et n'ont plus du tout la possibilité de vivre l'accouchement qu'elles auraient envie de vivre. J'avais l'impression d'être un utérus sur pattes, à qui on fait des examens et pas une personne à qui on parle aussi, rien que pour lui dire bonjour. Ça semblait déjà difficile. Le bébé est quasiment là et là, la sage-femme a dit « Bon, je vais prévenir le médecin. » Hop, il arrive, il enfile ses gants, à peine bonjour, tac. Elles doivent choisir, elles doivent avoir le droit de choisir, elles n'ont plus le droit de choisir. Béatrice Jacques, bonjour. J'ai annoncé votre venue en début d'émission. Vous êtes sociologue et vous travaillez, vous enseignez à l'université de Bordeaux. Et vous avez écrit aux presses universitaires de France « Sociologie de l'accouchement ». C'est un livre qui est publié parce que vous avez obtenu le prix universitaire du journal Le Monde. C'est un label d'une très très grande qualité parce que voilà, ils lisent toutes les thèses de doctorat qui paraissent chaque année et ils en priment 5, dont la vôtre. Question très directe, voilà, la naissance aujourd'hui, elle se fait à l'hôpital, elle est médicalisée. Est-ce que les femmes ont moins peur de l'accouchement qu'autrefois, à votre avis? Alors, est-ce qu'elles ont moins peur? En tout cas, ce qui les rassure, d'une certaine façon, c'est la technologie qui est proposée à l'hôpital. Alors, à la fois, ça les rassure et à la fois, elles peuvent être assez critiques face à cette technologisation. Donc, on a un discours un peu paradoxal, finalement, chez ces femmes, où eh bien, elles vont de fait recourir à l'hôpital, à ces techniques. Elles disent que ça les rassure, elles vont y avoir recours, parfois même, elles vont elles-mêmes demander plus de techniques que le suivi l'aurait demandé. Et en même temps, elles vont aussi, bien sûr, ressentir les effets pervers de cette technologisation. Je crois que Marie-Josée Keller en a parlé. Et donc, elles vont aussi, finalement, eh bien, dénoncer rapidement le manque d'accueil, le manque d'humanisation. Elles en savent, ce que vous dites, ce que vous avez constaté, c'est que les femmes aujourd'hui, elles en savent presque autant que les médecins. Les livres, les journaux. Alors bien sûr, il y a une presse de vulgarisation qui s'est développée, à laquelle elles ont recours assez massivement. J'attends un enfant de Laurence Pernoud, encore aujourd'hui. Oui, c'est la Bible, ça Combien reste la Bible. Oh, des milliers, des millions d'exemplaires. Les journaux. Les journaux, et puis bien sûr, alors là, je dirais que c'est presque la fin de l'enquête qui me manquait, puisque je l'ai réalisée trop tôt, tous les sites internet aujourd'hui, bien sûr, auxquels elles ont largement recours. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir échanger entre pairs, entre femmes enceintes, et d'avoir aussi ce qu'on appelle de l'échange de savoir profane, de trucs, d'astuces, qui vient se surajouter finalement au savoir pseudo-médical auquel elles ont accès par la presse, par les médias. Il y a des tests, constamment des tests, avant la naissance. Est-ce qui rassure? Vous dites les tests fabriquent de la peur. Alors, les tests qui vont être réalisés pendant la grossesse, alors, oui, d'une certaine façon, ils fabriquent de la peur parce que on retrouve ce paradoxe. C'est ils rassurent, mais sur le moment, au moment de l'annonce, lorsqu'on nous dit effectivement votre test est négatif, l'enfant ne sera pas porteur de telle pathologie, mais presque dans la seconde suivante, la femme va créer une autre peur sur un autre risque, et là, elle souhaiterait aussi qu'on puisse la rassurer. Voilà, donc c'est aussi l'ambiguïté, c'est que cette réassurance qu'apporte la technique est éphémère.
et éphémère, et donc elle peut créer finalement, elle peut engendrer une demande de techniques supplémentaires. René Friedman, ça c'est un de vos problèmes? Oui, non. Le problème général, il est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des révolutions, effectivement, qui ont été des vraies coupures et des oppositions. Aujourd'hui, il y a plutôt une volonté de trouver le juste milieu. Et c'est ça qui est difficile, parce que il faut, pour chacun d'entre nous, s'adapter à la personne qui est en face de soi, chacun des médecins ou du personnel soignant et des sages-femmes, bien sûr. Et les personnalités sont différentes. Les craintes peuvent être différentes, l'absence de crainte aussi, et des fois la négation des craintes existe aussi. Donc vous passez d'un extrême à l'autre en permanence. Et il faut offrir ce qui doit être adapté, c'est-à-dire pour certaines, effectivement, une prise en charge doit être particulièrement médicalisée, et pour d'autres, elle ne doit pas l'être. Et en plus... Et quand elle ne doit pas l'être, mais que la femme vous le demande, oui. Est-ce que vous réussissez à dire non? Ou est-ce qu'en fait... Tout ça dénote, si vous voulez, l'importance de l'accompagnement, dans lequel d'ailleurs les sages-femmes ont un rôle extrêmement important pour connaître, s'adapter, proposer. Une fois que vous avez décidé la route A, ça ne veut pas dire qu'au cours de la route, vous n'allez pas changer. La femme peut faire changer de route la femme... pour des raisons qui ne sont pas proprement médicales, mais parce qu'elle a peur. Mais vous savez, moi j'ai plusieurs fois, des femmes sont venues en disant « Docteur, il me faut une césarienne ». Vous voyez, sans discussion, par crainte. Je veux dire, si vous n'écoutez pas ce qu'il y a sous-jacent, vous ne pouvez pas faire évoluer. Et des fois, on ne fait pas évoluer. Il ne faut pas systématiquement ne pas répondre à la question. Mais en même temps, c'est une école de la vie, une école c'est des romans en permanence. Et il faut être très mobile. Donc il faut que la structure puisse proposer des choses où on n'a pas le temps de réfléchir, et il faut agir, et correctement, parce que ce sont des véritables urgences. Ça, il ne faut pas le négliger, et faire du baba cool en permanence. Mais à l'inverse, vous avez des situations qui ne nécessitent pas tout ça. Et nous allons parler tout à l'heure des maisons de naissance, par exemple, qui sont une approche, si vous voulez, démédicalisée pour des patientes et des couples qui n'ont pas besoin d'une médecine aussi importante, mais qui peuvent en avoir besoin très rapidement. Et donc, il faut qu'on puisse basculer. Et là, je me tourne vers Alain Milon, en disant... spécialiste écoutez, de la sécurité sociale, ça doit coûter cher à la sécurité sociale, ça fait 10 ans plus que l'on tourne autour de ces maisons de naissance en France, d'une autorisation qui a été proposée et qui n'est toujours pas possible. Alors... Pourquoi monsieur le sait. Pourquoi vous n'en voulez pas, vous, Alain Milon? D'abord, non. Ne disons pas que vous n'en voulez pas, vous, Alain Milon. Je pense que ce que j'expliquais tout à l'heure, Madame la Présidente, la mise en place des maisons de naissance sera certainement une excellente chose, à la condition que, dans le même temps, on puisse faire passer non plus au niveau des parturientes, non plus au niveau des médecins, non plus au niveau des professionnels, mais au niveau de la population, l'explication de dire à tel endroit, je vous enlève une maternité parce que vous n'avez pas 300 accouchements par an, mais à tel endroit, je vous mets une maison de naissance. Les citoyens ne comprennent pas ce passage. Alors c'est le même problème d'éducation que l'on a pour les malades, à qui on doit expliquer que telle chose n'est pas utile parce que tout va bien. L'explication, le devoir d'instruire la population est nécessaire. La maison avant de naissance, il faut de expliquer ce que c'est très précisément. Il faut expliquer ce que c'est, il faut expliquer aussi, mais alors, ça, qu'est-ce que c'est Madame la Présidente l'expliquera mieux que moi. Mais je voudrais juste terminer en disant, excusez-moi, je voudrais juste terminer en disant que en effet, ça peut être une excellente chose, mais il faut expliquer à la population que pourquoi dans le même temps, alors qu'on crée des maisons de naissance, on ferme des maternités. Qu'est-ce que c'est qu'une maison de naissance exactement, Marie-Josée Keller? Une maison de naissance, c'est davantage un concept. Le concept, c'est-à-dire la prise en charge globale d'une femme en bonne santé. C'est toujours ça la condition. C'est-à-dire que une sage-femme ou 2 ou 3 sages-femmes vont faire le diagnostic de la grossesse, suivre la grossesse, faire l'accouchement dans cette maison de naissance. Au bout de quelques heures, la femme va rentrer chez elle si tout va bien avec elle et son nouveau-né. Et la sage-femme va encore la suivre à domicile. Et en fait, ce que cherchent les femmes, c'est cet accompagnement. Cet accompagnement complet
humain, cette relation, je ne dirais quand même pas intime, mais cette relation tellement personnalisée. Il faut voir que à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe au niveau sociologique aussi, au niveau de l'habitat, tout a changé. Autrefois, même il y a encore 40 ans, les femmes accouchaient près de leur mère, près de leur grand-mère. Elles étaient prises en charge après, elles avaient une aide, elles avaient un soutien. Maintenant, les familles sont éclatées, les grands-mères travaillent, sont beaucoup moins disponibles. Donc, les femmes, ce qu'elles cherchent, et là, comme enfin, il faut dire la vérité. Ça serait votre triomphe à vous, les sages-femmes, les maisons de naissance. Par contre, c'est plus étonnant de René Friedman. Est-ce que vous jouez pas contre votre propre triomphe des concurrence? sages-femmes? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de vos confrères qui vous disent mais pourquoi Il y en a beaucoup, effectivement, mais je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas l'éclairage qui est apporté là. La maison de naissance, c'est un concept. C'est une façon de considérer que la plupart des grossesses ne sont pas pathologique. Par contre, il faut pouvoir passer à la prise en charge rapidement. Alors, attention, une maison de naissance est accolée à une maternité. Elle est jouxtée. Vous poussez la porte. Vous entendez, Alain Milon? Il n'est pas. C'est une réponse, non? Ça vous rassure pas, ça? C'est-à-dire que moi, je l'ai vu en Australie, je l'ai vu au Canada, je l'ai vu en Pologne, j'ai vu dans plein d'endroits. Il faut, si vous voulez, il y a un double circuit parce qu'il y a il faut qu'il y ait du personnel qui soit disponible, qui puisse accompagner. Alors, ça va correspondre peut-être à une volonté de 10% de femmes. C'est la révolution qui est sous-jacente dans cela, c'est de concevoir une juxtaposition d'offres de soins possible, il y aura 90% à l'hôpital et 10% maison de naissance jouxtée. Mais ça fait changer les mentalités, c'est-à-dire, attention, ce que nous devons offrir n'est pas le modèle, le menu, tout le monde fait pareil, mais c'est s'adapter aux personnalités. Béatrice Jacques, les femmes réclament des maisons de naissance? Alors, j'aimerais vous dire oui. Oui. Je crois aussi qu'elles ont du mal à s'exprimer sur ce sujet parce qu'il y a une mauvaise communication pour le moment sur cette thématique. Il n'y en a pas. Voilà. Donc voilà, elles ne savent pas ce que c'est. Bientôt. Enfin, voilà, je crois qu'il y a aussi ce problème de communication assez large. Cependant, quand même, elles rappellent, moi, quand je les questionne un petit peu sur d'autres façons d'accoucher, la question de la sécurité, quand même, revient assez fortement. Mais attention, ne laissez pas sous-entendre qu'il n'y aurait pas de sécurité. Non, la sécurité, elle est là, elle est juste à côté, elle va plus vite de pousser une porte, si c'est conçu architecturalement comme ça doit l'être, que de descendre du 4e étage quand vous êtes hospitalisé en grossesse à risque. Dans ce modèle-là, mais le modèle maison de naissance. Mais c'est ce modèle, il n'y en a pas d'autre. Pour nous. Il n'y en a pas d'autres pour nous. Mais non, mais pour nous en France. Mais par exemple, des collectifs d'usagers pour la naissance, ils ne sont pas du tout sur ce type de modèle. Mais c'est pas ce qui est proposé depuis fort longtemps, depuis 10 ans dans les commissions. La commission de la naissance auquel j'ai fait partie, je dirais, n'a pas arrêté de pédaler dans la choucroute pour aborder cette question et n'a toujours pas avancé. Alors, on a une autorisation d'expérimentation, ce qui veut dire laissez-nous faire 5 tentatives et après on fait le bilan, on fera le film de propagande ou au contraire, on va déprogrammer. Vous craignez une catastrophe si on généralise les maisons de naissance, Alain Milon? Non, pas du tout. Encore une fois, je ne suis pas opposé aux maisons de naissance. Moi, je dis que pour l'instant, il faut... Quand Roselyne Bachelot l'a proposé, vous avez dit non. J'ai dit non, c'est clair. J'ai dit non à Mme Bachelot parce que dans le même temps, au niveau de mon département, par exemple, dans le Vaucluse, on fermait 2 maternités et on demandait aux patientes de faire 40, 50... C'est pas tout à fait la même chose. Dans une maternité, vous avez des pédiatres, des anesthésistes et des obstétriciens et des sages-femmes. Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Moi, je le sais. Mais c'est qu'il faut qu'on le dise ça à la population et aux élus locaux qui, eux, voient partir une partie de leur service, une partie des sages-femmes qui travaillent sur l'hôpital vers un autre hôpital ou dans une maternité de classes différentes ou dans une maison de naissance. Et ces femmes-là, on leur dit faites 40, 50 kilomètres supplémentaires pour aller à tel endroit. C'est normal. Mais il faut l'expliquer. Je suis d'accord. Vous savez, moi j'étais conseiller auprès de Bernard Kouchner au moment où on a commencé à fermer. Donc j'ai moi-même essuyé quelques plâtres de fermeture de maternité. Voilà. Donc je connais celle de Méru, celle dans les Vosges et tout ça. Mais le problème, c'est de trouver d'abord autre chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien être suivi justement par des sages-femmes et par des médecins proches de son domicile. Et effectivement, pour l'accouchement,
on a un trajet à faire Monsieur et on le revient professeur, pour être suivi je suis complètement près d'accord, de son mais il faut domicile. le Béatrice dire aux gens. Jacquelin, on voit, Et il là faut on que ce est soit en des train, gens comme vous Béatrice qui Jacquelin, on voit qu'il Voilà. peut arriver que les sages-femmes et les médecins accoucheurs soient d'accord, mais dans votre livre, je voudrais vous parler d'autre chose que vous racontez dans votre livre. Vous dites, moi, j'ai assisté à des discussions âpres au moment des accouchements entre les sages-femmes et les médecins. Alors, racontez un peu. Qu'est-ce qu'ils se disent à ce moment-là? Alors, qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Bon, il y a des pratiques, hein, dans des, parfois même plutôt dans des cliniques, où, eh bien, on va essayer de négocier. Finalement, qui va accoucher la femme. Et souvent... Déjà, on peut ne pas être d'accord sur le fait qui va accoucher, quoi. On discute de ça. Alors, qui va accoucher? Il y a parfois des pratiques encore, hein, peut-être un peu anciennes, mais qui existent dans certaines cliniques où le médecin demande à être appelé au moment de l'expulsion. Bon, alors c'est la sage-femme qui a fait tout l'accompagnement ou tout le travail. Bon. Voilà. Il y a aussi, il peut y avoir tout à fait une négociation sur l'intervention. Alors là, les sages-femmes m'ont dit assez facilement qu'elles pouvaient avoir recours à des tactiques, des techniques pour reculer le moment où on appelle l'obstétricien et pour favoriser une naissance sans intervention. Par exemple, c'est ce type de négociation, d'arrangement qu'on peut Il y en a une qui vous observer. dit, tiens, heureusement, il a été appelé le médecin ailleurs, et avec la femme, on a pu s'arranger tous les... Et ça s'est très bien passé tous les deux. Hein. Mais bon, ça c'est un peu anecdotique quand même. C'est anecdotique, Mais non, mais c'est dans toutes les professions. Je ne veux pas prendre chez les journalistes, mais je suppose qu'il y a aussi des discussions sur qui fait l'émission et tout ça. Ah oui, mais là, c'est quand même qui accouche. Hein. Oui, mais bien sûr, mais ça peut être décidé à l'avance. Il y a une notion d'équipe, de répartition des rôles qui doit être définie, et qui est en train de changer. C'est pas un problème pour vous. Ça doit pas l'être à partir du moment... Vous êtes toute une équipe. Attendez, vous avez les anesthésistes, vous avez les sages-femmes, vous avez les infirmières, vous avez les médecins. Je parle du système médicalisé. Et je veux dire, chacun doit avoir son rôle et ça doit être en harmonie. Donc ça se prépare. C'est un travail qui doit... Alors qu'il y ait des heures, qu'il y ait des... Bien sûr. Mais je veux dire, non. C'est quelque chose qui, au contraire... Keller, dites ce que vous pensez de ça, vous. Vous pensez que les médecins, ils n'ont pas raison sur tout, hein? Je pense que les sages-femmes doivent être les professionnels de premier recours pour les femmes en bonne santé. Oui, elles doivent être considérées. Ça me paraît clair. Et dans les pays en Europe, on parlait de mauvais résultats en Europe. Et quand même dans les pays en Europe où les sages-femmes sont justement le premier recours, parce que les sages-femmes sont formées évidemment pour tout ce qui est normal, mais elles ont aussi une connaissance très pointue de la pathologie pour pouvoir la diagnostiquer. Et bien entendu, quand elles détectent une pathologie, elles vont la confier immédiatement à un médecin. Parce que le médecin, lui, il fait 10, 15 ans d'études et il s'occupe parfaitement de la pathologie. Mais alors, laissons l'accouchement normal et simple et euthosique Les médecins ont décidé que les femmes accouchent en position allongée et moi, je ne suis pas certain qu'ils aient raison. C'est vous qui parlez là, hein? Oui. Disons que nous sommes des bipèdes. Et la façon la plus physiologique d'accoucher, c'est pas forcément d'être couché. Or, le modèle hyper médicalisé que nous pratiquons à l'heure actuelle en France, c'est de rompre la poche, de mettre des scopes, de mettre des perfusions, parfois 2 perfusions, une péridurale, ce qui oblige la femme à rester couchée. Et aux femmes, bien entendu, je suis d'accord. J'ai encore rien dit. J'ai dit savoir qu'on peut faire les deux choses en même temps. Et là, on n'est pas au moment d'accouchement. Hein, dans une émission, mais j'imagine la discussion au moment de l'accouchement. Oui. Je crois que les sages-femmes, ce que soutiennent les sages-femmes, c'est la possibilité de choix. Il y a des femmes qui sont tout à fait tranquillisées par l'hypertechnique, par les monitorings, etc., la péridurale qui ne veulent rien sentir. Très bien. Mais les autres, celles qui disent « mais moi, je peux accoucher comme ma mère, comme ma grand-mère, je me sens compétente », pourquoi ces femmes-là ne peuvent pas avoir cet accompagnement qu'elles choisissent? Et là, à l'heure actuelle, on sait très bien qu'en 25 ans, pratiquement 2/3 des maternités ont fermé. L'activité s'est reportée sur les maternités restantes, avec très souvent à moyen équivalent. Donc, à l'heure actuelle, j'ai vraiment le regret de le dire, c'est que dans beaucoup de maternités,
les salles d'accouchement, c'est de l'abattage. C'est que une sage-femme est obligée de s'occuper de 3, 4, parfois 5 femmes en travail. Et là, c'est pas bien sûr, elle fera tous les gestes techniques, bien sûr, mais l'accompagnement psychologique, l'accompagnement humain, elle ne pourra pas le faire. Et nous avons des courriers de sages-femmes, entre autres de l'Île-de-France, qui nous alertent énormément et qui disent attention, attention, ça devient très dangereux. Alors, Oui, là, écoutez, il y a une chose. Moi, je n'aime pas opposer des corps constitués, les médecins contre les sages-femmes contre les médecins. Il y a des gens qui ne s'entendent pas. Il y a un peu de ça quand même, hein, dans ce qu'on entend oui, là. mais je crois qu'il faut en sortir, parce que, enfin, en tout cas, il faut tenter de le faire, et il y a beaucoup d'exemples où c'est fait. Donc, il faut une répartition, une harmonie, et je veux dire, dans des grands centres, on va dire de type 3, je veux dire, la majorité des accouchements sont faits par les sages-femmes, heureusement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, et là je vous rejoins tout à fait, c'est vrai qu'il y a une augmentation de l'activité qui retentit aussi bien sur les sages-femmes d'ailleurs que sur les médecins, que sur le personnel infirmier, que le personnel administratif. Quand vous passez, si vous voulez vous augmenter de 20% de naissances dans les mêmes locaux avec du personnel à peu près identique, eh ben je veux dire effectivement il y a une notion de rentabilité aujourd'hui puisqu'on vous pousse avec la T2A, je veux dire à faire du chiffre. Et ça, si vous voulez, c'est à l'encontre. Qu'est-ce que c'est là C'est la comptabilité de votre fonctionnement hospitalier qui est lié à l'activité. La tarification à l'acte. Et si vous voulez, dans un hôpital, à l'activité. Mais bon, ça va peut-être changer. Mais si vous voulez, actuellement, en tous les cas, dans un hôpital, la maternité rapporte, hein, pour parler clair. Une maternité qui tourne, elle rapporte. Donc effectivement, il y a une poussée discrète, mais vraiment tenace. Alain Milot, on a entendu dire dans le documentaire, ça c'est incroyable, un médecin a dit que dans certains hôpitaux, les accouchements déclenchés, c'était devenu une méthode de gestion. Oui. Est-ce que ça, c'est pas un problème de santé publique? La césarienne aussi, d'ailleurs. Oui. Eh bien, est-ce que c'est pas un grand problème de santé publique, ça? Si on commence à faire des césariennes ou des accouchements déclenchés, pas pour des raisons qui tiennent à la femme, mais parce qu'il y a trop d'accouchements à un moment, voilà. Il y a beaucoup de problèmes qui ne seront pas réglés parce qu'on aura dit aujourd'hui... Non, mais on les aura dit, ces problèmes. Hein, ils sont souvent dénoncés. La mécanisation, l'abattage, c'est un petit peu la recherche de rentabilité, la tarification à l'activité. C'est en effet, ce sont des systèmes qui ont entraîné une certaine déshumanisation du métier de médecin et du métier de sage-femme, et un manque de contact entre la malade et le professionnel. Mais dans le même temps, les financements, parce que malheureusement, il faut bien parler de financement quelque part. Les hôpitaux, pour ne parler qu'eux, ont réduit d'une manière assez conséquente leur déficit, tout en restant toujours en déficit d'une manière assez importante, puisqu'on est encore à peu près pour l'année 2012 à près de 140 millions, 170 millions d'euros de déficit. Et il nous faut continuer ou d'essayer de réduire ces déficits ou d'essayer d'augmenter les recettes. Alors, pour l'instant, le problème de la sécurité sociale, c'est que les recettes sont basées uniquement sur l'activité. Et l'activité de l'ensemble du pays est plutôt en baisse qu'en augmentation. Donc les recettes, elles ne vont pas augmenter demain. Donc, où on continue d'essayer de trouver des solutions pour rendre le travail que font les sages-femmes, que font les médecins, que font les professionnels autour de ces deux corps de métier le plus rentable possible. Malheureusement, c'est peut-être un mot qui n'est pas très apprécié dans le monde médical, mais c'est un mot nécessaire, où on essaie de trouver des recettes supplémentaires. Et je suis bien content de ne pas être à la place de Mme Touraine. Je voudrais juste vous proposer quelque chose avant qu'on conclue, là, parce qu'on a parlé des sages-femmes, du médecin, de la mère, de l'enfant et le père. On peut peut-être réécouter ce que disait dans le documentaire le médecin psychanalyste Bernard Tiss sur le père. Le père, quand il est là, joue un rôle essentiel dans l'accouchement de son épouse, essentiel en ce sens qu'il n'a pas à s'identifier à sa femme, à s'allonger comme elle, à respirer comme elle, mais il a à parler avec elle, à vivre avec elle, au lieu de la laisser abandonnée aux mains de personnes étrangères. Allez, bouge bien, voilà, allez, continue. Béatrice Jacques, les pères, vous les avez beaucoup vus dans vos hôpitaux, dans vos cliniques?
Non, très peu. Très peu. Oui. D'ailleurs, souvent... on dit qu'ils sont là maintenant. Oui, mais oui. Le reproche qu'on fait souvent sur cet ouvrage, c'est d'avoir assez peu laissé de place aux pères. Et finalement, je leur ai laissé la place que j'ai observée. Alors, là encore, c'est compliqué, cette place du père, parce qu'à la fois, elle est souhaitée. On l'a bien vu effectivement dans le reportage, assez tôt, elle a été souhaitée. Elle devient incontournable même, sinon le père va être accusé d'avoir fui, de ne pas investir son futur rôle de père. Et en même temps, ce qu'on constate, c'est qu'on l'a assez peu pensé à l'hôpital, sa place. Donc, même si on lui a attribué certains gestes qui deviennent des rituels, il coupe finalement, le cordon ombilical, il donne le premier bain, mais ça vous paraît tout ça? S'il veut rester un soir dormir à la maternité, c'est la croix et la bannière. Voilà, c'est ça. Vous pouvez me dire que c'est pas possible. Dans certains établissements. Oui, Voilà, non, mais c'est rare. Oui. C'est rare. Il y a même des oppositions, c'est ça qui est bizarre. Marie-Josée Keller, pour le soutien psychologique, je ne vais pas vous vexer, mais le père vaut la sage-femme quand même. Hein? Alors non, je dirais que le père, c'est davantage le soutien affectif. La mère, pendant la naissance, elle a besoin d'être entourée de tendresse, d'affection. Et ça, il n'y a quand même que le père qui puisse le lui donner. Et si le père... Mais par contre, moi, je suis contre aussi le fait d'obliger tous les pères, ceux que l'odeur de l'hôpital les fait tourner de l'œil, ben non, ceux-là, ils vont pas être très efficaces si on est tout le temps obligé de les surveiller pour qu'ils tombent pas dans les pommes. Mais la mère peut se faire accompagner d'une personne contenante, affectivement, du même acabit. René Friedman, vous surveillez le père, vous moi, à l'époque, j'ai pas pu rentrer. Même pour des étudiants en médecine que j'étais, les hommes n'étaient pas autorisés à rentrer. Donc les choses ont quand même changé. Mais alors, je crois que ce qu'il faut donner comme information aux hommes, c'est qu'un accouchement, ça dure un certain nombre d'heures. N'est-ce pas? Mais il n'est pas question forcément de rester toutes ces heures-là. On peut rentrer, sortir. Et donc ça soulage. Parce qu'il y a des hommes qui veulent être là pendant tout le travail, ou à peu près, mais pas être là pendant la naissance, parce que l'acte de naissance est quelque chose qui peut les brusquer. Et il faut pas c'est au couple de décider. Et l'inverse. Il y en a qui, ça ne les intéresse pas d'attendre, ils veulent voir l'enfant. Bon, voilà. Donc c'est toujours une adaptation en permanence aux gens qui sont en face de vous. Béatrice Jacques, dites, on va terminer là-dessus, mais dites ce que vous avez vu au moment d'un accouchement, vous avez vu Dites-le. Oui, je me suis un peu amusée à faire une typologie des pères pendant l'accouchement. Donc on a différentes façons de faire, mais on peut avoir ce que j'ai appelé même le supporter technicien qui va lui s'investir, qui va essayer de compter lui-même, de prendre le rôle de la sage-femme, il va compter l'écart entre les contractions, etc. Il peut même se plaindre le lendemain de courbatures abdominales, voilà. Et puis on peut avoir un peu... Et puis, il est arrivé qu'une fois, un père s'endorme pendant l'accouchement. Oui, parce que la péridurale permet que ce soit très calme. C'est un témoignage d'une certaine sérénité. C'est bien comme conclusion. Je rappelle le titre de votre livre qui est absolument formidable, La sociologie de l'accouchement, et c'est publié aux Presses universitaires de France la semaine prochaine. Benoît Duquesne pour un autre débat. Qu'est-ce qu'on a dans notre assiette et les lobbies agroalimentaires. À bientôt.